Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison et troisième saison d'Héros du Web. Cette année au programme 6 épisodes. Le divertissement, la santé, l'éducation, la finance, mais aussi la robotique et la ville. En guise de premier épisode, je vous propose une immersion au sein du futur du divertissement. Alors bon épisode à toutes et à tous. Confrontée à une vague d'innovation sans précédent, l'industrie du divertissement se retrouve dans une impasse. Elle doit s'adapter ou disparaître. Les succès récents de Netflix, Amazon ou encore Google contrastent de manière très vive avec les échecs retentissants des maisons de disques et autres distributeurs de DVD. Mais alors, quel avenir pour toute cette filière? Quels sont les principaux changements à venir? Pour répondre à toutes ces questions, nous partirons à la rencontre de 4 piliers du divertissement, déjà bien implantés ou en devenir. Yann Thébault, directeur général France de Spotify, Sébastien Perron, directeur des partenariats chez YouTube, mais aussi Tongé Bacan, cofondateur d'une jeune start-up française, AfroStream, pressentie pour devenir le Netflix Afro. Mais pour démarrer ces nouvelles saisons, rencontre avec Emmanuel Durand, architecte de la transformation numérique de Warner Bros. Et auteur aux éditions Sciences Po du livre La menace fantôme. Vous êtes senior vice-président de Warner Bros. Et pourtant, selon vous, il ne faut pas attendre des grands groupes historiques, un renouveau dans le monde du divertissement. Pourquoi? Et puis surtout, qui pour ce renouveau? J'ai réfléchi par rapport à ça, et le fondement de base qui empêche les entreprises installées de réagir, c'est le métier, c'est l'expertise. C'est-à-dire la capacité à travailler, à améliorer en permanence une offre qui est dans un certain système de valeurs. Et malheureusement, en fait, ce système de valeurs devient quelque chose qui nous enferme. Lorsque des nouveaux disrupteurs arrivent, ils apportent avec eux un nouveau système de valeurs qui n'est pas reconnu par les gens du métier. Typiquement, Netflix a pour ambition de mettre à bas la chronologie des médias, en tout cas sa pertinence, puisque justement, eux, au détriment, contre la chronologie des médias qui dit que plus un film est récent, plus il a de valeur, eux vont dire, bah non, dans un monde d'hyper-choix, plus un film est pertinent, c'est-à-dire plus il est proche de vos goûts, plus il a de valeur, quel que soit son âge. Du coup, on a vraiment l'impression que le marché avance à deux vitesses. Forcément, qu'est-ce qui explique que ça marche pour les uns, ça marche pas pour les autres? Il y a différents éléments qui sont pas tous rationnels. Il y en a un qui est évident, c'est la structuration de l'entreprise. Et on voit que les entreprises qui sont les moins organisées en silos sont celles qui s'en sortent le mieux, puisque finalement, la responsabilité d'un compte d'exploitation au sein d'un silo fait que généralement on a tendance à oublier ce qui se passe à droite et à gauche. Et plus une entreprise est transverse, plus les gens sont capables de comprendre latéralement ce qui se passe justement chez leurs voisins dans la même entreprise, plus c'est facile de comprendre à quel point un nouveau business model peut réorganiser la manière de gagner de l'argent avec de nouveaux paradigmes induits par le numérique. On a vraiment l'impression que le numérique va aider certains acteurs, va en tuer d'autres. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est finalement, est-ce que le numérique va tuer ou non des pans entiers de l'industrie? Je pense que vous êtes très bien placé pour le percevoir avec votre analyse au quotidien. Dans le cas du secteur où je suis actuellement, qui est cinéma, la vidéo, les jeux vidéo, oui, je pense qu'il y aura des gens qui auront du mal à s'adapter aux nouvelles règles, aux nouvelles lois physiques, on va dire, du marché. Mais pour autant, je ne pense pas que du point de vue du consommateur, il y aura nécessairement une raréfaction en fait, de l'offre par rapport à ça. C'est-à-dire que d'autres nouveaux acteurs viendront proposer des choses, mais je ne pense pas, il faut toujours être prudent quand on fait de la prospective, mais je n'imagine pas un changement drastique au niveau de la consommation. L'organisation, c'est sûr, va être profondément bouleversée. Premier secteur impacté par la vague numérique, la musique. Parmi les acteurs à l'origine de ce tsunami, la plateforme de streaming Spotify. Rencontre avec Yann Thébault, son directeur général pour la France. Yann Thébault, comment expliquer le succès des plateformes de streaming, dont Spotify? Aujourd'hui, le succès de Spotify s'explique par le fait que ça correspond à une attente des consommateurs. Ça représente quand même 75 millions d'utilisateurs mensuels et puis 20 millions d'abonnés. Donc aujourd'hui, succès planétaire
Et on se rend compte que les consommateurs avaient besoin d'avoir accès à un service de streaming où ils pourraient consommer de la musique de façon illimitée, découvrir des nouvelles choses, que ce soit en abonnement payant ou sur la version gratuite. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. On est passé d'un modèle de propriété à un modèle d'accessibilité. Vous êtes arrivé il y a à peu près combien de temps? 10 ans, c'est ça? À peu près, oui. Il y a 10 ans, c'était le constat qui était fait, c'est que l'industrie de la musique, elle n'est pas très bien. Forcément, le rapprochement a vite été fait en disant que les acteurs du numérique détruisent de la valeur dans cette industrie vieillissante. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus en prenant du recul, notamment des économistes qui le disent, que non seulement vous ne détruisez pas de la valeur, mais en plus vous en créez de la valeur sur ce marché. C'est quoi votre constat là-dessus? On se rend compte qu'il y a 10 ans, il y a un fléau qui existe toujours, mais qui est quand même de moindre envergure, qui s'appelle le piratage, qui fait beaucoup de fichiers qui étaient téléchargés illégalement. C'est ça qui a entraîné une chute de l'industrie musicale. Au moment où Spotify est arrivé, on a toujours eu pour vocation de recréer de la valeur dans l'industrie. On se rend compte aujourd'hui, vous citiez des économistes, mais bon, tout le monde s'accorde à dire que grâce à Spotify et aux autres plateformes de streaming, l'industrie musicale a repris du poil de la bête, sur une nouvelle dynamique. Et donc on arrive aujourd'hui à inverser la tendance et on se rend compte que c'est bénéfique non seulement pour le numérique, mais aussi sur les autres secteurs, que ce soit les lives, les ventes d'albums en CD ou en vinyle. Vous avez quand même facilité en tant que start-upper à mieux comprendre les usages. Est-ce que c'est pas finalement ça qui fait la différence entre des acteurs comme vous qui se portent très bien et qui ont su exploser très tôt, et des acteurs historiques, à savoir comprendre le consommateur, puisqu'en tant que start-upper, vous êtes des consommateurs à la base? Alors c'est pas évident pour ces acteurs historiques dont vous parlez, qui ont quand même une grosse inertie de déceler toujours les nouvelles tendances. C'était nous, la jeunesse de Spotify, de dire voilà, il y a un constat qui est très simple. On voit aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de création musicale, autant de fichiers partagés sur Internet grâce aux nouvelles technologies, mais en même temps, on voit que les revenus diminuent. Donc l'idée première de Spotify était de pouvoir proposer à tout à chacun un modèle simple pour pouvoir accéder à la musique gratuitement et simplement, et puis éventuellement pouvoir s'y abonner si le modèle plaisait. Aujourd'hui, avec notre taux de conversion de 20% d'abonnés payants, le modèle est installé et on se rend compte que les labels avec qui on a toujours eu de très bons rapports étaient un peu réticents au démarrage et maintenant travaillent main dans la main avec nous. Ces 10 dernières années, un acteur a su tirer son épingle du jeu en fédérant plus d'1 milliard de personnes dans le monde chaque mois. Il s'agit de YouTube. Immersion dans son studio parisien avec Sébastien Perron, directeur des partenariats. La réalité virtuelle, c'est un format qui fait beaucoup parler en ce moment. Pourtant, je me rappelle avoir testé il y a 10 ans Sébastien Perron. Quand on parle de ce format, quand on revient en arrière et qu'on se dit en 10 ans, on n'en a pas pu parler de manière concrète, on est en droit de se demander si ce format va vraiment commencer à fonctionner en 2016. Pourquoi l'avoir investi ? C'est vrai que ça fait en effet 10 ans qu'on peut le voir sur des salons ou même qu'on peut le tester au cinéma. Là, l'idée, en tout cas chez nous, côté YouTube, c'était de le démocratiser et de le rendre accessible au plus grand nombre sur mobile et sur YouTube. Donc on a lancé depuis mars 2015 la possibilité de visualiser des vidéos en 360 sur la plateforme, enfin sur l'interface YouTube. L'idée, c'est que bien évidemment il faut des vidéos pour que ça soit intéressant pour l'internaute et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de 30% de vidéos 360 tous les mois sur YouTube et ça accélère encore. Ça a commencé beaucoup par l'univers du sport et ça s'est développé à travers par exemple Studio Canal qui a mis en ligne la dernière bande-annonce de Robinson Crusoe, donc son dernier film d'animation. L'autre élément, c'est que on ne s'arrête pas avec le 360 sur YouTube, il y a aussi ce qu'on appelle des cardboards, qui sont ces petits bouts de carton qui permettent une expérience encore plus immersive puisqu'on a en plus la perspective et c'est en réalité fait d'un bout de carton, de lentilles, un aimant et du scotch. Vous pouvez le faire chez vous, il y a les plans sur internet et l'expérience est encore meilleure pour l'internaute. On sent aujourd'hui que c'est quand même une prise de risque puisque YouTube, c'est des chiffres faramineux, vous l'avez dit, on l'a rappelé aussi en préambule, c'est plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui vous suivent chaque mois ou qui se connectent chaque mois. Le format aujourd'hui de la réalité virtuelle n'a pas été certifié, donc c'est une vraie prise de risque, ce qui veut dire que derrière, il y a des vraies vertus par rapport au format classique, j'ai envie de dire. Ce serait quoi ces vertus ? Alors, la première chose, c'est que c'est notre rôle d'innover en permanence et de proposer des nouvelles choses aux internautes et aux créateurs de contenu. Et là,
Pour nous, le bon côté du 360 et de la réalité virtuelle, c'est l'immersion justement, et de proposer une expérience encore plus forte. On a parlé de sport, c'est le cas notamment sur le Mont Blanc, où Google a lancé une expérience où on peut vivre les 100 derniers mètres de l'ascension du Mont Blanc, comme si on y était finalement, alors que on est plus au chaud que pendant qu'on monte le Mont Blanc. On a plein d'autres expériences dans la culture, par exemple, où on peut visiter le château de Versailles ou Buckingham Palace, ou encore l'Opéra de Paris, et plein d'autres expériences aujourd'hui en France et à l'étranger. Je crois même que vous avez une expérience qui est assez emblématique, qui a lieu dans l'industrie musicale. Vous pouvez nous en parler ? Oui, on a le groupe Naive New Beaters qui a mis en ligne son dernier clip, qui en réalité est vraiment une expérience en tant que telle, puisqu'on peut vivre le groupe sur scène, dans les coulisses du tournage, mais également en soirée. Et donc pour l'internaute, c'est une expérience dans un clip qui se transforme en finalement 3 expériences bien distinctes. L'industrie musicale est une industrie avec laquelle on travaille beaucoup. La musique est une thématique très forte sur YouTube, et ça permet d'ouvrir encore de nouvelles opportunités pour parler à leurs fans. Cette mutation de l'industrie du divertissement ne fait que commencer. La France peut d'ailleurs compter sur quelques pépites, à l'image d'Afrostream, basé à Nantes et qui a déjà séduit quelques investisseurs. Rencontre avec son fondateur, Tongé Bakan. Tongé Bakan, vous êtes le fondateur d'Afrostream, qui est considéré comme le Netflix afro. Alors j'imagine que, comme Netflix, ce qui fait votre particularité, c'est aussi ce mélange parfait entre data et éditorial ? Tout à fait. Depuis le lancement, nous avons étudié le comportement de nos abonnés. Sur les réseaux sociaux, nous avons étudié leur nombre de likes, de partages. C'est ce qui nous a permis d'avoir le meilleur catalogue pour notre lancement. Et en tant que start-up, vous avez un regard, j'imagine, très critique sur l'industrie du divertissement, qui se porte, on va dire, bien pour certains acteurs et moins bien pour d'autres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, des acteurs comme Afrostream sont les seuls capables de réinventer ou d'avoir une stabilité sur le marché du divertissement et plus précisément de la télé ? Je pense qu'on est tous dans le même bateau, que ce soit les grands médias ou les startups émergentes. Notre but à tous, c'est de rendre de la valeur au contenu. Le consommateur a tendance à penser que la musique, les séries, les films sont gratuits. Et c'est à nous de, finalement, rendre un accès plus simple à ce contenu et pouvoir le monétiser. Afrostream est une jeune société, une jeune start-up même. C'est quoi les prochaines étapes ? Produire, faire la production originale de séries ? Alors évidemment, on va se servir de ces datas-là pour amener le meilleur des séries afro. On commence déjà à dessiner certaines tendances, mais l'autre enjeu va être de rajouter du social sur notre plateforme, de permettre à nos abonnés de discuter et d'échanger autour de leur passion. Et je pense que c'est vraiment un effet différenciant très important avec une plateforme comme Netflix ou Canal Play. Pour conclure, s'il est vrai que le numérique apporte un certain nombre de changements, les entreprises engagées sur les marchés culturels ont encore du mal à les accueillir. Pourtant, c'est une histoire d'hommes plus que de technologie, car même si les Google et autres Afrostream ont cette culture dans le sang, les acteurs historiques qui sauront se structurer autour des bonnes personnes, à l'image de Warner Bros, pourront, elles, continuer à couler des jours heureux. La révolution est en marche, à nos entreprises de la saisir.